CFA doit tomber. La déclaration explosive d'Ousmane Sonko secoue toute l'Afrique francophone et provoque déjà un énorme débat jusqu'en Europe. Dans un discours puissant, Sonko remet directement en cause le système du franc CFA, dénoncé depuis des années par de nombreux panafricanistes comme un symbole de dépendance économique. Réseaux sociaux en feu. Débat explosif au Sénégal, réactions partout en Afrique, tensions autour des relations avec la France. Pour ses soutiens, Sonko défend enfin la souveraineté totale de l'Afrique. Pour ses opposants, cette position pourrait bouleverser l'équilibre économique et diplomatique, une prise de parole qui devient virale sur TikTok, Facebook et YouTube, avec des millions de réactions. L'Afrique doit contrôler sa monnaie, ses ressources et son destin. Un message fort qui mobilise déjà une partie de la jeunesse africaine. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi cette déclaration provoque autant de chocs et de réactions. Abonnez-vous pour suivre toute l'actualité politique africaine. Donnez votre avis. Faut-il mettre fin au franc CFA? Avant-hier, j'ai eu l'honneur de dîner avec Madame la vice-présidente de la Colombie, première personne afrodescendante à atteindre ce niveau de responsabilité. Et dans nos échanges, j'ai pu apprécier la profondeur de l'engagement de Madame la vice-présidente sur les questions mémorielles et même sur la question de la réparation. Pour beaucoup d'élites africaines, c'est un crime, voire un péché, de penser ainsi, à fortiori de parler de ces questions. Je voudrais rendre hommage à cette brave dame, malgré les pressions qu'elle subit chez elle, et voire même les menaces. La diaspora, c'est aussi un espace stratégique des ingénieurs, des chercheurs, des artistes, des médecins, des entrepreneurs qui constituent un capital intellectuel majeur. La révolution numérique africaine doit beaucoup à ces femmes et ces hommes installés un peu partout dans le monde, qui réinvestissent leurs compétences dans l'innovation africaine, dans les fintech, les réseaux éducatifs, les plateformes de formation, l'intelligence artificielle et j'en passe. Fanon parlait de la décolonisation totale, pas symbolique, totale. Il savait que la libération ne se joue pas seulement dans les capitales africaines, mais aussi dans les circulations transatlantiques, dans les solidarités diasporiques, dans la capacité des peuples noirs à parler d'une seule voix sur plusieurs continents. Il nous revient d'en tracer les contours monétaires, institutionnels, culturels, stratégiques. Il nous revient de comprendre que la souveraineté africaine se construit à Dakar, certes, mais aussi à Bamako, à Bobo-Dioulasso, à Saint-Louis du Sénégal, à Trinidad, à Atlanta, à Salvador de Bahia, à Londres et à Johannesburg, et partout ailleurs. Elle se construit par les États, mais aussi par les diasporas, par les politiques publiques, mais aussi par les imaginaires, par les sciences, la culture, la mémoire et les luttes. Dans un monde en recomposition, la diaspora n'est pas un appendice, elle est une avant-garde. Vient ensuite un front majeur de notre émancipation, celui de l'économie de la dignité. Aucune dignité n'est possible sans souveraineté économique. Et aucune souveraineté économique n'est possible sans souveraineté monétaire. Ce n'est pas une équation théorique. Ce n'est pas une équation théorique. C'est la condition matérielle de l'émancipation que Fanon appelait déjà de ses voeux. Le franc CFA fut un instrument de stabilité, dit-on, mais surtout un instrument de contrôle, un outil conçu pour prolonger sous un vernis de coopération les réflexes de tutelle et de dépendance. Il a structuré nos politiques publiques, contraint nos stratégies, corseté nos ambitions, limité nos marges de manœuvre et, plus profondément encore, il a façonné nos imaginaires économiques. Il a installé l'idée qu'une monnaie africaine autonome serait un risque, un pari, voire même un luxe. Une monnaie servile,
Une monnaie servile ne produit qu'une mentalité servile. La réforme inachevée. La réforme inachevée de l'éco en est une autre. Une réforme annoncée pour tourner la page du CFA, mais qui, dans sa forme actuelle, n'auront véritablement qu'avec le symbole, pas encore avec la structure. Nous devons le dire avec franchise, changer de nom sans changer de logique n'est pas une révolution. C'est un rebranding de la dépendance. La bataille pour la monnaie africaine reste un front majeur. Un front politique, certes, mais aussi un front culturel et psychologique. Car une monnaie, ce n'est pas seulement du papier ou du code numérique. C'est la matérialisation du pouvoir d'un peuple, la traduction concrète de sa capacité à décider pour lui-même. La preuve qu'il accepte de compter sur ses forces, ses ressources, ses institutions, et non sur la protection paternaliste ou les arbitrages lointains de notre centre. Pour Fanon, la domination n'était jamais purement militaire ni administrative. Elle pénétrait les structures mentales, les habitudes de pensée, les réflexes de soumission intériorisés. La question monétaire en Afrique est précisément cela, particulièrement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Bref, en Afrique francophone. Un champ où se joue encore la lutte entre dépendance et des aliénations. Donc, le combat est... Il ne s'agit pas de claquer les doigts pour inventer une monnaie parfaite. Mais nous savons aussi que la prudence excessive, l'attentisme ou la peur des représailles des marchés sont souvent les autres noms de la résignation. La souveraineté monétaire n'est pas un isolement. C'est une capacité à choisir, à négocier d'égal à égal, à orienter son économie sans permission préalable, à investir dans ses priorités, la santé, l'agriculture, l'éducation, l'industrie, sans attendre que d'autres valident nos projets ou redessinent nos ambitions. C'est pourquoi nous devons ensemble reconstruire l'économie politique de la dignité. Une économie basée sur la maîtrise de nos ressources, la refondation de nos institutions financières, la fin des fuites de capitaux, la régulation de nos chaînes de valeur et l'affirmation d'un principe simple mais révolutionnaire, que nos peuples ne doivent plus être des variables d'ajustement dans l'ordre mondial. En vérité, tant que nous n'aurons pas conquis notre souveraineté monétaire, notre souveraineté économique restera sous condition et notre dignité restera négociable. Et cela, Fanon l'aurait refusé avec la plus grande fermeté. Et c'est ici que surgit une exigence fondamentale, notre responsabilité en tant que gouvernement africain dans l'histoire qui s'écrit. En tant que Premier ministre du Sénégal, je veux dire ceci, et devant vous, je veux le dire avec gravité, mais aussi avec une conviction inébranlable. Nous ne commémorons pas Frantz Fanon. Nous le continuons. Nous ne sommes pas ici pour déposer des fleurs sur une mémoire figée. Nous sommes ici pour reprendre le flambeau, pour avancer là où il a dû s'arrêter, pour transformer un héritage en action, pour transformer une pensée en politique publique, pour transformer une indignation en institution. Lorsque nous avons refusé les pratiques politiques du passé, les arrangements obscurs, les manipulations institutionnelles, les calculs de cours qui prenaient le pas sur le bien commun, nous avons posé un premier acte fanonien, celui de dire non, enfin, à ce qui défigure l'État et trahit le peuple. Lorsque nous avons révélé la vérité sur les finances publiques, lorsque nous avons mis à nu les passifs cachés, les mensonges comptables, les dettes déguisées, les bilans maquillés, lorsque nous avons entamé le chantier de la réappropriation de nos ressources naturelles et celui de la fin de la prédation de nos ressources financières et budgétaires,
par les surfacturations et la corruption généralisée. Lorsque nous avons refusé la politique du silence et de la façade, nous avons agi dans l'esprit de Frantz Fanon. Fanon qui disait que la domination commence toujours par la dissimulation et que la liberté commence toujours par la vérité. Lorsque nous avons engagé la lutte contre la dépendance économique, contre les accords qui brident, contre la présence militaire étrangère, contre les conditionnalités qui punissent, contre les mécanismes monétaires qui ligotent, nous avons rejoint le combat de Frantz Fanon. Lui qui affirmait que l'indépendance sans maîtrise de son économie n'est qu'un drapeau sans souveraineté. Lorsque nous avons défendu sans trembler la souveraineté de notre pays face aux pressions extérieures, face aux injonctions, face au chantage voilé ou explicite, lorsque nous avons affirmé que le Sénégal ne serait pas gouverné depuis l'extérieur, qu'il ne serait pas manœuvré par la peur des marchés, ni intimidé par les admonestations d'institutions qui ont trop souvent pris l'Afrique pour un laboratoire, alors nous avons fait plus qu'un geste politique. Nous avons restauré notre dignité nationale. Lorsque nous avons proclamé haut et fort notre droit à choisir nos alliances, nos partenariats, nos stratégies, nos amis et nos horizons. Lorsque nous avons dit que le Sénégal ne serait jamais l'appendice géopolitique de personne, nous avons prolongé le rêve fanonien d'une Afrique qui s'autodétermine, d'un continent qui ne quémande plus, qui ne s'excuse plus, mais qui assume pleinement sa place dans le monde. Oui, dans chacun de ses actes. Nous nous sommes inscrits dans la droite ligne du combat de voir ici. Fanon nous a appris à reconnaître ces élites qui se servent de l'État plutôt que de le servir. Celles qui transforment la fonction publique en rente. Celles qui s'inclinent devant l'étranger mais se redressent face au peuple. Celles qui parlent beaucoup et agissent peu. Fanon nous rappeler une exigence simple. Se méfier des gestionnaires de la dépendance et appeler des femmes et des hommes capables de rupture, d'intégrité et de courage. La sobriété dans l'exercice du pouvoir, la transparence dans la conduite des affaires publiques et la cohérence entre les paroles et les actes. Nous avons choisi ce triptyque simple mais exigeant, le djoub, le djoubel et le djoubbanti, qui signifie droit, droiture et redressement. Droit dans notre rapport au peuple, droiture dans notre rapport à l'État, redressement dans notre rapport à l'histoire. Mais mesdames et messieurs, ce n'est là qu'un commencement. Car la souveraineté n'est jamais un acquis. Elle est un combat quotidien, une conquête lente, un effort sans cesse recommencer. Ce colloque doit nous aider à aller plus loin encore, plus loin dans la construction d'un État décolonisé, plus loin dans l'invention d'une économie souveraine, plus loin dans la reconquête mentale et culturelle, plus loin dans la refondation de nos institutions, plus loin dans la construction d'une Afrique qui cesse enfin d'être le terrain des autres pour devenir le théâtre de sa propre histoire. Et si Dakar accueille cette rencontre, c'est parce que Dakar ne veut pas seulement comprendre Fanon. Dakar veut l'accomplir. Mesdames et messieurs, le colloque qui s'ouvre n'est pas un séminaire savant. Il est un moment politique, un moment de respiration et d'audace pour l'Afrique. Nous sommes réunis pour poser une question simple. Comment achever ce que Fanon a commencé? En vérité, tant qu'il y aura des peuples humiliés, tant qu'il y aura des damnés de la terre, tant qu'il y aura un vent de domination qui souffle sur notre continent, Fanon restera vivant. Mais tant qu'il y aura une jeunesse debout, tant qu'il y aura des luttes de dignité,
tant qu'il y aura un souffle d'espérance dans les rues de Dakar, de Banjul, de Ouagadougou, de Bamako, de Port-au-Prince, alors son rêve d'une humanité nouvelle, libérée de ses chaînes anciennes, restera possible. C'est avec cette conviction, cette espérance, cette exigence que je déclare officiellement ouvert le colloque international du centenaire de Frantz Fanon. Je vous remercie de votre aimable attention.